Bonsoir à tous et merci d'être présents à cette 9e édition de l'Observatoire du développement international. Nous l'avons lancé il y a 9 ans, puisque c'est la 9e édition, et donc chaque année, nous interrogeons un certain nombre d'entreprises françaises sur leur stratégie de développement international. Très souvent, quand on les interviewait, il y avait des questions qui revenaient sur le rôle des États, de l'État, en parlant de la France, de l'administration, des soutiens qu'ils pouvaient avoir. Raison pour laquelle cette année, on a décidé de faire un focus particulier sur cette question du rôle de la politique, avec un P majuscule, et des politiques, avec un P minuscule, dans le développement international des entreprises françaises. Ce qu'on vous propose, c'est présentation des grands résultats de l'étude. À la fin, vous aurez droit au livre blanc, vous aurez le détail, parce que sinon on passerait 2 heures à les détailler. Et ensuite, nous aurons une table ronde, alors ronde ou allongée, on va dire, avec nos intervenants, que vous voyez ici, qui sont au premier rang et qui vont me rejoindre, une fois présentés ces résultats. Laurent Bigogne, directeur de l'Institut Montaigne, Étienne Giros, président du CIAN, Jérémy Pelé, directeur général d'Expertise France, qui a changé entre la première invitation et la deuxième. Jean-Noël Meltron, qui est en route, donc directeur général de la SACEM, et Gérald Wolf, aussi présent, fédérateur Ville durable international auprès du ministre des Affaires étrangères. L'année dernière, on avait parlé innovation, c'était une table ronde féminine. Cette année, nous parlons politique, c'est une table ronde masculine. Donc sur 2 ans, on est équilibré. Après, est-ce qu'il y a un lien? Les femmes seraient plus innovantes et les hommes plus politiques, peut-être. Petite excuse par rapport à cette table très masculine. Ce que je vous propose, juste avant de rentrer dans les principaux résultats, c'est rappeler quelques éléments méthodologiques. Chaque année, depuis maintenant 9 ans, on interviewe 800 entreprises françaises, donc les plus grosses, donc les grands groupes CAC 40, SBF 120, grosses ETI et quelques grosses PME. C'est en tout 3000 responsables dirigeants, parce que dans le développement international, c'est jamais très clair qui est responsable. Dans les grands groupes, il y a des directeurs du développement, du business as usual, de l'Afrique, de l'Amérique latine, des pays anglophones ou lusophones, enfin c'est très très varié. Petite précision, même si je ne suis pas sûr que, vu les questions et les sujets, ça ait changé grand-chose, mais méthodologiquement, c'est important de le dire. L'étude a été menée entre septembre et octobre, donc avant certains événements qui ont eu lieu en France. Il fallait le préciser. Alors, je commence par une bonne nouvelle qui, je pense, n'étonnera personne, mais il faut aussi donner des bonnes nouvelles. Quand on demande aux entreprises françaises, est-ce que le fait d'être une entreprise française, c'est un avantage ou non à l'international, la réponse est majoritairement oui, de manière écrasante. Les 2 tiers nous disent oui, c'est un avantage, et moins de 1%, c'est un inconvénient. Et le reste étant, c'est neutre. Donc c'est quand même un élément important. La marque France, les entreprises en tout cas, considèrent qu'elle a une vraie valeur. Alors quand on réfléchit à ce que les professeurs, notamment d'HEC, appellent le nation branding, c'est-à-dire comment je joue sur cette marque au niveau international, on peut se demander est-ce que ce sont des éléments conjoncturels ou structurels qui jouent. Même si on n'a pas posé la question comme ça parce que c'est un peu abstrait, les résultats tendent à montrer que c'est souvent des éléments structurels qui rentrent en ligne de compte, moins que des éléments conjoncturels. On a demandé aux entreprises si quelques événements récents ou marquants les avaient aidés, encore une fois, dans leur développement international. Alors oui, quand on parle de Paris 2015, la COP21, d'avoir gagné la Coupe du Monde de football, d'organiser Paris 2024, c'est entre 40 et 50% nous disent oui, mais soyons clairs. Le vrai milieu, et le parti majoritaire ici, c'est plutôt les gens qui nous disent, les entreprises, finalement, ces événements, alors que ce soit des bonnes nouvelles, ou des victoires, ou d'organisation d'événements, c'est pas ça qui est le plus déterminant dans mon développement international. Alors je vous rassure, ça joue très peu négativement, alors sauf les JO 2024, il y a eu quelques petits retours négatifs, mais encore une fois très minoritaires, mais grosso modo, tous ces événements, mais qui contribuent aussi à la constitution de la marque France, entre guillemets, très clairement, la réponse c'est pas ça qui joue le plus, c'est positif, mais c'est aussi beaucoup neutre. Alors, concrètement, quand on parle de la marque France, de quoi parle-t-on? Et là, on voit qu'on est beaucoup plus sur des éléments structurels. Ce qui arrive largement en tête, et encore une fois, c'est les entreprises françaises qui le disent, quelque part, quand on dit France, il y a 2 éléments qui arrivent très nettement en tête. C'est un art de vivre. L'art de vivre à la française, c'est derrière avec un certain nombre d'idées et de valeurs, c'est ce qui apporte beaucoup. Et deuxième élément, c'est notre domaine d'expertise. Quand on est une entreprise française, on est réputé comme étant bon dans l'innovation, dans l'expertise, pour apporter la technologie et autres.
Je ne dis pas que le reste est moins important, mais j'insiste surtout sur ces deux-là qui sont cités par les entreprises de manière très forte. Ça, c'est leur vision de quel est cet actif qu'est la marque France. Après, on leur a demandé, mais vous, en tant qu'entreprise, quand vous vous développez à l'international, qu'est-ce que vous apportez à la marque France? Parce que quelque part, les entreprises contribuent aussi au succès de la marque France ou parfois à son échec. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont surtout les contributions qu'on a qualifiées de qualitatives qui sont arrivées en tête versus celles plus économiques. C'est cohérent avec les réponses précédentes. L'apport, vu des entreprises, leur rapport à la marque France, à l'international, c'est tout ce qui est savoir-faire, créativité. Donc on est véritablement dans ces questions-là. On a aussi les questions, notre attitude de l'international. Quand je m'implante dans un pays, le relationnel que je développe, c'est positif pour la marque France. Ainsi que tout ce qui est transfert de compétences, talent, c'est positif pour la France, pour la marque. Les questions économiques, on les voit un peu moins. Alors certes, on a la dimension efficacité opérationnelle qui arrive assez haut, mais regardez, tout ce qui est investissement dans les pays, les entreprises françaises ne se perçoivent pas comme étant apporteurs de valeur à cette fameuse marque France à l'international. Dans les entretiens qualitatifs qu'on a faits, clairement, c'est pas qu'il n'y en a pas assez, c'est de dire oui, mais par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, on est petit joueur. Le on étant collectif, et c'est pas l'État encore une fois là, c'est on en tant qu'entreprise. C'est intéressant de voir que les entreprises se disent c'est plutôt la dimension qualitative et notamment le savoir-faire qui est notre contribution en tant qu'acteur privé à cette fameuse marque France. Alors après, l'autre question, c'était de savoir, très bien, mais maintenant, le gouvernement, l'administration fait des efforts pour vous accompagner à l'international. Quels sont les éléments, les domaines où vous attendez qui devraient être pour la France, pour le gouvernement, pour les institutions publiques, prioritaires dans leur accompagnement des entreprises privées internationales? Ça ne vous surprendra pas, ce qui arrive en tête, c'est la dimension économique. Et deuxièmement, tout ce qui est autour de l'innovation. C'est les deux domaines qui arrivent très largement en tête. Après, c'est un peu plus éducation, diplomatie économique, culture soft power. C'est important, on est quand même sur des chiffres à plus de 40, presque 50% à chaque fois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a une attente forte des entreprises françaises, mais c'est un peu derrière. Et ce qui est paradoxal, ou ce qui montre qu'il y a un champ de progrès formidable, c'est que, mis à part le cas de l'éducation qui est particulier, eh bien, l'appréciation qualitative des entreprises françaises par rapport à ce que fait l'administration, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les entreprises françaises considèrent que la France est très bonne ici, et qu'elle est beaucoup moins bonne là. Et c'est ce qu'on voit dans la partie suivante. Le trait rouge, c'est la politique d'administration du gouvernement pour aider l'international n'est pas efficace. En bleu, c'est efficace. Et en violet, c'est ses moyens. Donc là encore, le parti majoritaire des entreprises, c'est ses moyens. Là où c'est à peu près une bonne note, c'est culture et soft power. Les entreprises reconnaissent que là, c'est plutôt bon. Une note négative, 15%, mais positif à 40%, et puis le reste toujours en neutre. Sur diplomatie, innovation, vous voyez que c'est un peu plus mitigé. Alors économie, c'est un peu la cata, puisque autant de gens, presque un quart des entreprises disent c'est bien, et un quart disent c'est pas bien. L'éducation est un cas particulier, parce que finalement très peu de gens critiquent, peu d'entreprises, mais ce qui est marquant, c'est que les 2/3 des entreprises disent non, la France ne fait pas de choses efficaces dans ce domaine-là. Ce n'est pas du négatif, ce n'est pas du positif, c'est neutre. Donc vous voyez, le soft power, la dimension culturelle, Jean-Noël Tron n'est pas encore là, mais ça lui aurait plu, oui, plutôt bien reconnu par les entreprises françaises. Le reste, et qui est pourtant jugé plus important, l'économie notamment, l'innovation, il y a des choses à revoir. Alors, on a posé la question, je vous rappelle toujours, septembre-octobre, finalement, qu'est-ce que vous pensez, cette fois-ci, de la politique du gouvernement actuel? Et là, on a deux réponses, alors qui sont peut-être un peu opposées, mais pas forcément contradictoires. Les entreprises nous ont très nettement dit, donc c'est des dirigeants d'entreprise, oui, à l'international, on est toujours sur ce thème, bien sûr, il y a un effet Macron positif. Et là, très largement, puisque 72% nous disent positif, un quart pas d'effet, et effet négatif 2%. Donc là, c'est vraiment une note très élevée. Et après, on leur a demandé, mais concrètement, ça c'est un peu la vision, la communication, quand vous regardez, quand vous vivez la politique du gouvernement et de l'administration, là c'est un peu plus sévère, puisqu'on a 28% qui nous dit ouais c'est quand même efficace, et le reste, la moitié ni efficace ni bien, enfin voilà, il ne se passe pas grand-chose, et quand même une entreprise sur 5 qui nous dit non, ce n'est pas bien du tout. Donc vous voyez, plus critique sur la manière de délivrer le résultat
et d'opérer sur comment l'administration aide les entreprises dans le développement international. Et j'ai envie de dire, c'est plus on est loin du cœur, plus c'est compliqué. En bleu, vous avez ici la présence dans les différents pays, donc évidemment une plus grande présence des entreprises en Europe, en Afrique, un peu moins en Océanie, c'est un peu plus loin. Et la courbe, c'est la note. Alors c'est une note de -5 à +5 qu'on a reconstituée. Dites-vous, c'est entre 10 et 12 sur 20, si vous voulez rapprocher ça de la note à l'école. L'Afrique du Nord, l'Europe, on est entre 10 et 11 sur 20. Ça, c'est en fonction des zones géographiques, la note des entreprises. Là où c'est la meilleure note, mais ce n'est pas là où on est forcément le plus présent, c'est l'Amérique du Sud. On est à 12,5, 13 sur 20. Et puis il y a le cas très particulier, mais là je pense que c'est aussi un effet volume, de l'Océanie, qui est une note négative. Allez, 8-9 sur 20. Mais là encore, je pense qu'il y a un effet loin des cœurs, loin des yeux. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément la zone numéro 1 où la France a investi très clairement. Mais au global, ça reste quand même une note. Vous voyez, on oscille entre du 10 à 12 sur 20. Donc des entreprises qui sont quand même sur l'opérationnalité assez critique. Après, il y a des domaines où malgré tout, je vous rassure, pour ceux qui sont dans ces structures, il y a quand même des apports qui sont reconnus. Les deux domaines très forts, encore une fois, des entreprises françaises par rapport au gouvernement et à l'administration, c'est toutes les questions sécuritaires. Bon, le fil d'Ariane a du succès. On reconnaît que la France, encore une fois, c'est les entreprises qui vont à l'export, il y a de l'aide. Toutes les questions réglementaires. On parle souvent des États-Unis avec leur manière de taper d'un point de vue juridique. Cela dit, les entreprises françaises se disent la France peut nous défendre, nous apporter des valeurs à ce niveau-là. 30% de la dimension financière. Dans la dimension financière, en fait, il y a un écart. Oui, il y a des outils, oui, il y a des moyens. Le négatif, c'est qu'on s'y perd. Et plus on interroge des PME, plus cet effet-là est fort. Les PME françaises nous disent « je ne sais pas à qui m'adresser ». C'est un problème, alors qu'on sait qu'il y a des moyens, qu'il y a des aides. Donc c'est un effort certainement à faire à ce niveau-là. Alors cela dit, quand on a demandé quels sont les organismes qui vous accompagnent au Lomé international, c'est quand même un organisme financier qui arrive en tête, c'est BPI France, cité par 38% des entreprises, et en numéro 2, Business France. Et après, on a deux structures, un peu plus, j'allais dire privées, le MEDEF International, qui est une association. Alors j'ai mis Consulting France, le logo, mais en fait c'est les cabinets de conseil en général, Institut Bearing Point en premier bien sûr, institutions privées, mais voilà, qui sont citées par un quart des entreprises. Et s'il y a des gens de Business France dans la salle, ça leur fera plaisir. Quand on leur a demandé plus précisément quels étaient les outils qui avaient du succès, c'est les VIE qui arrivent en tête, et j'avais dire largement, à 40%. L'Observatoire du développement international a été cité, mais comme c'est le panel, il y a peut-être un biais méthodologique. Les conseillers en commerce extérieur, 20%. Les fédérateurs, on en reparlera tout à l'heure avec Gérard, seulement 8%. Mais là, c'est sur des domaines plus limités, mais ça, on en rediscutera. Alors ça, c'était le bilan côté français. Après, on leur a aussi demandé, est-ce que ce que font les politiques des pays dans les autres pays, la pays cible, est-ce que ça vous influe? Et bien là, il n'y a pas de surprise, c'est de l'influence à plus de 70%, ce qui n'est pas choquant, mais évidemment, mais très clairement, les dimensions politiques, la politique des administrations sont regardées par nos entreprises quand elles vont à l'étranger. Et vous voyez dans des taux très, très élevés, le climat politique 80%, le climat économique. Et si je vais un cran au-delà, et là encore, je pense que ça ne vous surprendra pas, mais on en rediscutera, la politique locale, près de 8 entreprises sur 10 disent c'est quelque chose que je vais regarder précisément, indépendamment des autres facteurs, marketing, de taille de marché ou autres, parce que c'est ça qui va conditionner le fait que j'aille dans un pays ou tel autre pays, que je surinvestisse, que j'investisse plus ou que je me diversifie. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent des politiques de ces pays? Des réductions fiscales, du financement? Paradoxalement, pas tant que ça. Ce qu'ils attendent, c'est que l'administration locale, et je pense que tous ici qui avons fait l'international, on a des exemples à citer dans plein de pays, soit plus souple, agile, ouverte, conciliante. C'est une réponse sur deux, 55%. Et les autres questions, comme la fiscalité, les franchises douanières, les exonérations, les primes, etc., bien sûr qu'elles sont citées, mais vous voyez très, très en dessous de ce résultat qui est, ce qui compte, c'est que l'administration du pays d'accueil, entre guillemets, ou du pays où je veux travailler, soit conciliante et rapide. Voilà. Il y a du boulot, je peux vous le confirmer.
Et au-delà de cette conciliance de l'administration, il y a aussi une question en termes de stabilité. Ce qu'on regarde, c'est la stabilité, bien sûr politique, on l'a vu, économique, mais aussi judiciaire, aussi fiscale. Et là, ça ne vous étonnera pas, quand on dit que la stabilité, c'est un des critères à regarder, c'est cité par 93% des entreprises. Bon, il y en a quand même 7 qui disent c'est pas le critère qu'on regarde. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils le font. Mais très clairement, il y en a 44% qui nous disent mais c'est le critère numéro 1. Et après, le reste, 50%, à différents degrés. C'est le degré de stabilité ou non, le pays. Il y a des pays où on peut accepter plus de risques que d'autres, et la nature d'activité, bien entendu. Donc vous voyez, cette question-là est clé. Et ça, c'est un enjeu, mais qu'on a retrouvé très largement dans toutes les interviews, l'importance de la qualité de l'administration locale et de la stabilité des institutions. Et encore une fois, très souvent, ce n'était pas politique ou économique, voire sanitaire, hein. On nous a dit dans les interviews, vous inquiétez pas, ça, on sait le gérer, on sait anticiper. Ce qui est compliqué, c'est l'instabilité juridique et l'instabilité fiscale. J'aurais envie de dire que les entreprises étrangères peuvent se poser la même question, par exemple, pour la France. En conclusion, et encore une fois, vous aurez à la sortie le livre blanc avec tous les détails, quelque part, il y a aussi une question de perception dans tout ça. On distingue quatre grands domaines de soutien. Le soutien tel qu'il est attendu par les entreprises, et c'est celui les besoins qui peuvent être exprimés, la capacité à faire respecter le droit quand elles vont à l'étranger, qui était une vraie question. Le soutien tel qu'elles le perçoivent, alors c'est à travers des enquêtes, des observatoires comme l'EDI, et déjà ici on note un écart. Et puis il y a ce que font les politiques, l'administration. Et là il y a aussi un soutien tel qu'il est conçu, donc c'est tel que la politique étrangère, la diplomatie économique est conçue, et puis concrètement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et finalement, quand on regarde l'exercice auquel on s'est prêté cette année, on voit que finalement, les entreprises, dans leur relation entre ce que disent les politiques, en tout cas l'actuel gouvernement, et leurs attentes, c'est plutôt massivement, on est sur la même longueur d'onde. Donc c'est l'effet Macron dont je parlais, c'est l'image positive de la marque France en tant que marque pays. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Entre la perception par les entreprises et la, entre guillemets, livraison, la réalité de ce que font les politiques, il y a du plus, il y a du moins, je veux dire, c'est plutôt neutre. Les aspects sécuritaires sont valorisés, les aspects outils de financement sont valorisés, pas de souci. Par contre, la logique de guichet unique, ils ne la trouvent pas, le soutien administratif fiscal, beaucoup moins. Donc vous voyez, un bilan plus mitigé. Et en fait, les vrais écarts sont plutôt ici, c'est-à-dire entre l'attendu et la perception, note très moyenne des politiques administration et gouvernement. Et j'ai envie de dire, parce que le pire, c'est ici, c'est que 9 sur 10 nous disent, en fait, les politiques du gouvernement, et là on parle de la France et de l'administration, ça a peu d'impact sur mes choix d'internationalisation. Et c'est peut-être là qu'effectivement, mais on va en discuter avec nos invités, il y a une question à se poser, c'est comment renforcer cette dynamique pour que les entreprises françaises, contentes de la marque France, contentes de ce qui se passe depuis 2 ans, et aussi le moyen de dire, mais en plus, aujourd'hui, les structures administratives et publiques m'aident dans mon développement international. Et encore une fois, on l'a vu, ce qui peut étonner, c'est que finalement, c'est là où on est le plus proche, l'Afrique du Nord, l'Europe, que les notes sont les plus dures, où on dit, finalement, on n'est pas assez aidé par la puissance publique. Voilà, je ne voulais pas faire plus long, le but, ce n'était pas de vous donner 3000 tonnes de chiffres, mais quelques-uns qui nous semblaient clés. Et bien, je vais demander maintenant à nos invités de me rejoindre. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir leur réaction par rapport à toute cette question. Donc, Laurent Bigorgne. Alors, Jean-Noël Tronc est toujours en route, il est dans les embouteillages comme d'autres. Jérémy Pellet, Étienne Giros et Gérard Wolf. Ah oui, j'ai oublié de passer un message à caractère informationnel. N'hésitez pas à tweeter #EDI 2018. On compte sur vous. Et surtout pour faire venir les retardataires. Laurent, je vais commencer par toi, d'autant que tu dois nous quitter à 19h45. Je crois pour aller à Saint-Ouen, je te souhaite bon courage en termes de transport. Je voudrais que tu nous fasses un petit peu ton retour sur ces résultats, et notamment ce delta entre cette image où la stratégie est bien perçue, et puis après, les résultats sont quand même décevants. Comment réagis-tu par rapport à ça? Et normalement, il y a 2 micros, voilà. 2 micros pour carte. Merci, et merci pour cette présentation. J'ai essayé de préparer un peu avec d'autres sources. C'est toujours un avantage de croiser les données. Moi, j'aimerais faire trois remarques sur l'attractivité de la France, sachant qu'on est tout proche des vacances de Noël.
On en a eu tous plus que notre chef ces dernières semaines, donc on va tâcher d'être un peu modeste dans l'analyse. Et puis, on a tous envie que les choses aillent pour le mieux. Et je pense que l'optimisme qu'on miroite nous compte énormément aussi au regard, en tout cas je le vis à l'Institut, des investisseurs et des entreprises françaises ou étrangères. On le sait tous, c'est ma première remarque, il y a eu un effet, tu me dis très bien, il s'est atténué aujourd'hui, mais il y a eu un effet Macron extraordinairement fort. Ce qui m'a frappé dans le sondage que j'ai repris avant de venir vous retrouver, que je relisais à l'instant, c'est qu'on avait des taux d'adhésion, un sentiment d'impact sur l'évolution de la situation qui était déraisonnable. C'est-à-dire qu'il y a 95% des entreprises qu'on a interrogées, notamment là, je parle d'entreprises étrangères en France, qui estimaient que les réformes engagées allaient dans le bon sens. Elles étaient 93% à croire à un impact décisif de l'élection de 2017. Et même encore 18 mois après, elles étaient toujours 75% à trouver que le bilan était exceptionnel. Et rappelez-vous, on avait découvert les uns et les autres, sans doute avec un peu de sidération, tu parlais du nation branding tout à l'heure, que dans l'Ipsos 2017 consacré à cette question, on était devenu la deuxième marque pays du monde, derrière l'Allemagne. On est revenu, si j'ose dire, en corriger les variations saisonnières, 5e ou 4e cette année, et c'est intéressant derrière le UK. Donc il y a eu une phase, évidemment, d'embellie très forte. On en avait bien besoin parce qu'on était quand même, dans le regard de ceux qui nous percevaient, tombés très bas. Mais je tiens à dire que même avant les Gilets jaunes, il y avait une forme d'inquiétude ou de fébrilité. C'est-à-dire que les patrons qui étaient interrogés dans le sondage dont je vous parle pensaient qu'on verrait les premiers effets des réformes d'ici 4 à 5 ans pour plus de la moitié d'entre eux. Ils n'avaient pas déclenché, ou ils n'étaient pas parvenus à déclencher de décision d'investissement depuis leur maison mère, pour 66% d'entre eux. Hein, donc tu le dis bien, le décalage entre la perception et la réalité. Et ils pensaient par ailleurs que les réformes manquaient de rapidité, ça c'est les résultats de 2018, pour 64% d'entre eux. Ils étaient 90% en 2016, le quinquennat précédent, à penser qu'on n'était pas assez rapide. C'est déjà bien qu'ils voient une vitesse à l'époque. Et 36% en 2017 à penser qu'on était dans le bon rythme, enfin en tout cas que c'était assez rapide. Donc on voit bien qu'il y a une correction. Je le dis juste pour qu'on puisse le garder entre nous, ils étaient 7% à penser que le président était trop autoritaire, 20% à penser qu'il n'était pas assez autoritaire. Je serais curieux de pouvoir les réinterroger quelques semaines après. On verra là tout le caractère relatif des sondages. Donc, ce que je voulais dire dans ma première, et je serai très rapide sur les deux autres, série d'explications, en tout cas de commentaires, c'est qu'il y a sans doute eu une correction, et les Gilets jaunes, c'est ça aussi, d'un quinquennat qu'on voyait partir très très bien, et puis qui, d'une certaine façon, se frotte au réel, mais ce frottement avec le réel, il a eu lieu avant les Gilets jaunes, dans la correction que les uns et les autres ont pu en faire. Ce qui est plus intéressant, et c'est ma deuxième série de remarques, c'est les attentes et c'est les mesures. Alors sur les mesures, ce qui est plébiscité, et c'est d'ailleurs une question que je me pose moi pour les semaines et les mois à venir, c'est la baisse de l'IS. À 95%, quand on regarde la France depuis une entreprise étrangère, ce qu'on attend, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et assez loin devant le reste. De ce point de vue-là, l'arbitrage qui a été rendu, vous le savez, n'est pas complètement congruent avec ce résultat. Mais il y avait des résultats intéressants, y compris au miroir de ce que tu nous dis. Pour 82% des gens, la refonte de la forme pro et de l'apprentissage était quelque chose d'important. Seulement 13 points en dessous de la baisse tendancielle de l'impôt sur les sociétés. Et c'était bien 7 points devant le CICE. 7 points devant la barémisation. Quant aux attentes, ce qui est attendu, c'est simple. Vous savez, je pense qu'on pourrait se sonder même en étant un échantillon parfaitement biaisé et pas représentatif ici ce soir. Poursuite de la réduction du coût du travail, déverrouillage du marché du travail, 55-60%, renforcement de la compétitivité fiscale et simplification, donc le carré magique, on voit bien où il est. Alors, est-ce qu'on essaye un instant de faire, avec la modestie, comme je le disais, qui s'impose, un peu de prédiction? Moi, je pense qu'il y a 3 grandes questions qui sont corrélées à ce que le pays peut miroiter aujourd'hui, et c'est les 3 grandes questions auxquelles il faut savoir répondre dans les années à venir, dans les mois à venir, peut-être même dans les semaines à venir, parce que les choses se jouent aussi, on le sait, bien sûr sur de la longue période, mais parfois sur de l'instantanéité. Premièrement, est-ce qu'on sait montrer qu'on a de la constance? Parce que pour la première fois, on avait le sentiment, et moi c'est ce que j'ai vécu avec de nombreux investisseurs venus en France et passés par l'Institut, il y avait le sentiment d'une forme d'alignement des planètes
et d'une volonté de constance. Ce n'est pas une caractéristique qu'on prête volontiers aux Français. J'aime pas la caractériologie, mais il faut en faire un peu. Et c'est vrai que de ce point de vue, on s'appuie beaucoup sur les effets strictement endogènes de la politique qui est délivrée. Est-ce qu'au-delà de l'inflexion qui nous coûte 10 milliards, qui n'est pas réellement une inflexion en réalité, est-ce qu'au-delà de cette inflexion, on va savoir remontrer de la constance sur les objectifs qui ont été affichés en début de quinquennat? Et c'est là-dessus qu'on va être testé. La deuxième question, c'est où on en est de ce que j'appelle les effets relatifs. Ça, c'est les effets exogènes. Les effets relatifs viennent de ce que notre surcote du départ, elle n'est pas seulement due à Macron. La surcote du départ, c'est la situation en Allemagne, c'est la situation en Grande-Bretagne, c'est la situation en Italie, en Espagne, depuis quelques heures, mais depuis plus longtemps en réalité, en Belgique. Et ces effets relatifs, est-ce qu'ils vont continuer à jouer pour nous ou est-ce qu'on va être classé junk bond comme d'autres pays ou comme un pays qui, d'une certaine façon, risque à un moment ou à un autre de dévisser? Alors, ça aura un lien très fort avec la constance, mais ça ne dépend pas que de nous. C'est la perception de nos voisins. Et c'est là où les choses deviennent dialectiques, et c'est mon dernier point et ma conclusion. Moi, je suis convaincu que le site France ne peut gagner que dans le site Europe. C'est-à-dire que si les investisseurs de la planète, émiriens, latinos, demain africains, d'ores et déjà aujourd'hui asiatiques, américains, considèrent que l'Europe est une zone de croissance molle, ça ils le considèrent depuis quelque temps déjà, mais qui en plus fait jouer un risque politique qui est quand même assez nouveau, vu d'ailleurs, là il y a un vrai problème. Et on a beau se dire, mais nous on est la France et on est comme une petite Suisse, premièrement c'est pas le cas, et deuxièmement c'est jamais comme ça qu'on sera regardé. Donc là où il faut qu'on arrive à reconnecter les figues du récit, et ce sera un des enjeux des européennes, et cet enjeu, vous savez comme moi, il est loin d'être gagné, la question est de savoir si on arrive à recoller les figues du récit et à montrer qu'en réalité, et c'était tout le projet du président, et c'est sans doute ce sur quoi on a le plus perdu ces derniers mois, il n'y a pas de destin individuel et individualisé ou solitaire de la France en Europe. Il n'y a qu'un destin collectif parce qu'on sera regardé d'abord et avant tout comme des Européens. L'Institut Montaigne est un think tank, donc votre recommandation numéro 1 finalement pour la politique publique gouvernement, même pour l'internationalisation, c'est cette dimension européenne. C'est de faire, franchement, c'est de faire baisser les déficits. Il n'y a pas un pays du monde qui nous croit quand on affiche un taux de dépenses publiques qui est le nôtre et quand on dit que c'est incompressible. Et si on raffine, et si on trouve que c'est la face nord, il y a une face sud, en fait, qui est faussement la face méridionale, qui consiste d'abord à savoir refaire de l'efficacité là où on doit en faire et là où on a investi. Déjà, quand vous savez marquer de l'efficacité, vous acceptez, enfin, vous mettez les choses en mouvement. Et nous, on est quand même dans cette double nasse d'une efficacité devenue trop faible. Moi, je me contenterai, franchement, mon président n'aimerait pas que je dise ça, mais peu importe, c'est une discussion qu'on a souvent. Moi, j'accepterais d'avoir les dépenses publiques du Danemark si j'avais la qualité des services publics au Danemark. J'aurais pas de vrais soucis avec ça. Après tout, on pourrait faire le choix collectivement de socialiser. On est un pays centralisé, c'est pas complètement anormal. Ce qui est problématique, c'est d'avoir la double peine. C'est ça le sujet. Et donc le gouvernement, il doit donner, on est à un point critique, il doit donner des signes forts sur l'efficacité des dispositifs. Franchement, il y est plutôt bien arrivé, s'agissant du choix du ministre de l'Éducation et de la politique poursuivie. So far, on verra. Mais c'est quelque chose qu'on est parvenu à instiller dans les têtes. Mais il faut être à la fois fort sur l'efficacité, et puis parce qu'on est fort sur l'efficacité, à un moment ou à un autre, on fait de la vraie efficacité, c'est-à-dire qu'on délivre du service dans un contexte budgétairement plus contraint. Jérémy, dans le cadre de vos nouvelles fonctions, de voir l'expertise, le savoir-faire français en premier, ça va vous faire plaisir. C'est parfait. Ça me fait plaisir à double titre, parce que j'étais jusqu'à pas très longtemps numéro 2 de l'Agence française de développement, et donc on mobilise aussi beaucoup d'expertise, un peu plus chez Expertise France, qui est pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l'établissement public qui mobilise l'expertise publique française et monte des projets de coopération internationale à l'étranger. Oui, évidemment, ce qui me fait, moi, ce qui me frappe surtout dans tous ces résultats, c'est la grande cohérence en fait de tout ça. On voit à la fois qu'on est sur une marque France qui en fait est un élément que toute entreprise qui va à l'étranger, qu'elle le veuille ou non, apporte avec elle. Et ça c'est très... moi, ça me frappe depuis très longtemps.
Et c'est une réalité. Et au fond, c'est aussi un énorme atout qu'on ne joue pas suffisamment, je pense. Alors même que la France ne porte pas avec elle que des images négatives, mais aussi un certain nombre de points en fait assez positifs dont on peut être légitimement fier. De voir que cette marque France apporte avec elle l'expertise à 65%, évidemment, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, c'est derrière l'art de vivre, malheureusement, mais c'est quand même plutôt positif. Et on voit qu'au fond, finalement, les réponses apportées par les entreprises, elles sont aussi liées, pas qu'aux outils que la France peut mobiliser à l'international, mais aussi au principal moteur quand même du développement des entreprises internationales, qui est: est-ce que je vais trouver des marchés, est-ce que je vais avoir les capacités d'investissement sur place, et est-ce que je ne vais pas perdre mon investissement à terme, d'où les enjeux sur la stabilité politique et le cadre là-dessus. Ce qui fait le lien avec les instruments finalement d'appui de la France pour le développement des entreprises à l'international. On voit qu'il y a effectivement beaucoup d'outils financiers. Il n'y a pas forcément de bonne communication là-dessus. On peut certainement améliorer le dispositif. Là, c'est le rôle de BPI France et de Business France assez clairement, au moins pour les PME, qui sont certainement celles qui ne sont pas encore assez actives à l'international, mais que finalement, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui jouent un rôle majeur sur ce financement, évidemment. Et il faut aussi qu'on soit plus transparent sur où la France et les opérateurs français font des investissements à l'étranger. Et puis le cadre de stabilité et le cadre politique qui sont aussi des éléments extrêmement forts. Et là, pour le coup, où la France a un rôle très fort à jouer pour maintenir, au-delà on n'est pas maître de la stabilité du cadre politique, mais au moins maintenir la présence, l'influence de la France à l'étranger. Et juste pour finir, quand on regarde qui sont les pays qui ont gardé les très gros acteurs de la coopération technique à l'étranger, il y a 2 pays avec des acteurs majeurs, l'Allemagne et le Japon. Et c'est pas un hasard que ce sont 2 pays qui ont aussi maintenu une politique industrielle très forte et qui ont compris que le fait d'avoir des experts présents pour écrire les normes techniques, etc., c'était aussi ouvrir des marchés derrière. Donc il doit aussi y avoir une cohérence de tous ces instruments. Sachant que les critiques sur la partie financière, c'était surtout les PME ETI qui disaient « j'ai pas une vision assez claire de tout ce que la France peut apporter ». On avait fait des équivalents de ce questionnaire dans d'autres pays. Tous disaient la France a quand même beaucoup d'atouts en termes d'instruments financiers. Étienne, on ne l'a pas dit, mais c'est dans le livre blanc, le CIAN est la première institution, groupe géographique en termes d'influence qui apparaît dans l'étude. Je te réserve ça en surprise. C'est quoi le secret du CIAN pour être aussi efficace ? D'abord, tu es très très gentil de dire ça, mais c'est pas moi, heureusement qu'on est quand même à peu près bien placé sur l'Afrique, puisque c'est notre spécialité unique. Donc, si ça l'était pas, ce serait assez désespérant. Non, mais tout simplement, très modestement, je crois que c'est parce que justement on est concentré là-dessus et que l'Afrique nécessite de s'acculturer. Il faut la connaître et donc il faut échanger d'expériences, travailler sur le fond, essayer d'insuffler sur le contexte. On parlera peut-être tout à l'heure de la deuxième partie de l'étude, qui sont les conditions d'investissement ou d'installation dans les pays, qui sont très importantes. Et voilà, et de travailler ensemble en se disant que d'une formule que je n'aime pas beaucoup, chasser en meute, je trouve ça un peu ridicule, mais enfin quand même, le continent est assez grand pour supporter que les entreprises qui y travaillent au moins se connaissent et se parlent, et peut-être au mieux signent des partenariats. Voilà un peu comment ça marche. D'accord, mais alors, toi tu es le spécialiste Afrique de cette table ronde, mais tu as vu les résultats. C'est sur l'Afrique que les entreprises françaises sont le plus critiques dans l'apport d'administration et du pouvoir public français. Ça te surprend? Alors, ça t'étonne? Non, il n'y a pas grand-chose qui m'est surpris dans cette étude. Et au fond, on peut en tirer 2 grandes leçons qui sont vraiment qu'on vit tous les jours.
La première leçon, c'est que la France a des atouts indéniables. Et les entreprises françaises ont des atouts indéniables. Je parle de l'Afrique, là. D'abord parce que nous avons, et il faut bien avoir en tête qu'on est probablement le premier au monde à avoir cet avantage, on a l'avantage de passer de relationnel et d'outils que nous sommes le seul pays à avoir. Qui a la moitié, en dehors des Anglais, qui a la moitié du continent qui parle sa langue, le français, qui a 17 pays qui ont le même système juridique, le droit OHADA, qui a 14 ou 15 pays qui ont la même monnaie qui est le franc CFA, et qui a à peu près la moitié de l'Afrique, qui a une relation compliquée, pesante, mais aussi forte en termes de proximité entre les deux pays, c'est-à-dire la colonisation et tout un passé. Il y a le post-colonial aussi, depuis 1960, qui lie nos deux pays. Tout ça, si on les gère bien, si on analyse bien, on peut transformer cela de ce que cela est quelquefois, c'est-à-dire un boulet, en un avantage. Donc j'estime qu'on a beaucoup d'avantages, et ces avantages, ils sont spécifiques à l'Afrique. Je ne reviens pas pour ceux qui ont été cités tout à l'heure, qui est la qualité, l'expertise française, les grands groupes, les PME innovantes, etc., etc. Ça, c'est pour le monde. Mais on a en plus ça. Et regardez les entrants, les grands acteurs en Afrique, et demandez-vous simplement si les Russes, les Chinois, les Turcs, ils ont ces avantages. Non. Et ce que l'on peut regretter, c'est qu'on ne travaille pas assez nos atouts. On a nos atouts, on a des opportunités extraordinaires en Afrique, et on ne les travaille pas assez. En tout cas, c'est la première idée. Oui, on a des avantages, on a des atouts très forts. Deuxième idée, on est mal vu, quand même. Et il se trouve que nous avons fait une étude qui sera publiée début de 2019, donc en total embargo. Je peux quand même vous dire que c'est confirmé que, en gros, l'image de la France dans 3 régions africaines qui sont le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, quand même pas mal. Ça fait 3 sur 5. C'est à peu près les 2/3 du continent. Eh bien, la France, l'image de la France, n'arrive pas mieux que 5e. Vous avez toujours devant les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon. Et puis, de temps en temps, un petit 5e qui se balade pour nous pousser en 6e position. Eh bien, je trouve ça à la fois interrogatif et injuste. Injuste parce que je pense qu'on fait beaucoup en termes d'aide publique, on fait beaucoup en termes d'aide au développement, par notre pays, la politique de notre pays. On fait beaucoup en termes de sécurité. Je ne me souviens plus très bien qui dépense 1 milliard dans le Sahel tous les ans en efforts militaires. C'est, je pense, pas l'Italie ou la Belgique. Donc, je trouve ça assez injuste et ce que l'on fait se retourne contre nous. On est entre nous, là, je vous livre ce que je pense. Mais, et c'est assez paradoxal. Alors à cela, pour ne pas parler trop longtemps, il faut ajouter d'autres aspects négatifs par rapport à tous ces atouts qu'on aurait dû développer. C'est que notre méthode de faire, dans le partenariat entre le public et le privé, n'est pas exempte de toute critique. Et ça, le secteur privé et les entreprises ne le vivent pas toujours bien. Nous déversons, nous étant la France d'abord, et ensuite l'Europe. La France et l'Europe déversent beaucoup d'argent en aide, en subventions, en financement concessionnel, etc., etc., à juste titre. Et simplement, les entreprises se disent, mais est-ce qu'on ne devrait pas le faire davantage ensemble? Est-ce que ça revient en partie pour nous? J'ai juste un petit chiffre. Alors, je ne voudrais pas, devant l'ancien numéro 2 de l'AFD, remuer à nouveau un sujet qui est quasiment un gros mot, qui est celui de l'aide liée. Mais je crois que ces chiffres viennent de l'OCDE et à 1 ou 2% près, ils sont justes. Le pourcentage de retour de l'aide de la France aux entreprises françaises est de 13%, à peu près. Ce même pourcentage pour l'Allemagne et les grands pays européens est plutôt de l'ordre de 20 à 25%. Pour le Japon, il est plutôt au-delà de 50%. Et pour la Chine, le chiffre est facile à souvenir, il est de 100%. Donc je dis simplement que là, il y a un problème. Je ne suis pas l'aide liée ou l'aide déliée, on sait ce que c'est. C'est une règle, il ne s'agit pas de la mettre par terre, etc. Mais il faut quand même regarder une situation qui est qu'en Afrique, il y a des nouveaux entrants, sur la Chine, la Turquie, et à l'intérieur de l'Afrique elle-même, qui est le Maroc, par exemple. Et assez souvent, ces nouveaux entrants s'exonèrent de conditionnalités que nous, occidentaux, pas uniquement la France, nous, occidentaux, nous nous imposons. Je ne dis pas qu'on se les impose à tort. Je pense même qu'on se les impose à juste titre,
appel d'offres, lutte contre la corruption, étude de viabilité d'un projet, surveillance de la méthode et du procédé, etc. Tout ça, c'est bien. Simplement, c'est pas la même règle qui s'applique à tout le monde. Donc c'est quelquefois un peu désespérant pour les entreprises de jouer au foot. Vous êtes les bleus, vous avez les règles, et puis en face, il y a les rouges qui ont d'autres règles. Par exemple, ils peuvent jouer avec les mains et avec un bâton dans les mains. C'est quand même moins commode. Voilà. Donc simplement, on demande que l'arbitre applique un tout petit peu les mêmes règles et ne nous mette pas trop de boulets. J'ajoute que le dernier boulet, d'ailleurs j'enlève ce mot, c'est pas un boulet, c'est des règles que nous soutenons, en tout cas Océane, c'est ceux du bon comportement, de la bonne gouvernance, de la RSE, du devoir de vigilance, etc. Nous sommes tout à fait pour ça et nous pensons que d'ailleurs, en termes comparatifs, ça peut être un élément tout à fait en faveur de nos entreprises. Mais là aussi, c'est exactement la même réflexion, que tout le monde les applique. Merci Étienne. Gérard, je voulais t'interroger avec 2 casquettes différentes. D'abord une première, MEDEF International. Beau résultat, la 3e place, 26%. Ah, tu voulais peut-être la première, excuse-moi. Oui, moi, oui, effectivement, c'est peut-être monde, parce que le MEDEF International, effectivement, est compétent sur le monde entier. Oui, je ne sais pas s'il faut tirer une quelconque gloriole du fait que MEDEF International soit 3e sur le podium. Moi, j'ai fait beaucoup de sport. Pour moi, il y avait une seule place qui comptait, c'était la première. Mais c'est très bien que la première place soit occupée par BPI. Parce que je pense que c'est un outil qui, très vite, au fond, très vite, parce que c'est très jeune, très vite, c'est trouver une place essentielle dans le dispositif. Et si tu me permets, MEDEF International, c'est quelque chose qui est souvent vu comme espèce de véhicule des gros groupes, ce qui est totalement faux. Ça fait à peu près 10 ans que quand j'étais patron de l'international d'EDF, on m'avait demandé de prendre la présidence de France-Afrique du Sud, puisque Anne Lauvergeon avait été remerciée pour ses services à Areva, elle était présidente de France-Afrique du Sud. Et moi, bien sûr, j'avais des intérêts directs, puisque à l'époque, on espérait faire des nouvelles centrales nucléaires dans ce pays, et qu'on avait aussi d'autres formes de partenariat dans le pays. MEDEF International a toujours été très présent partout. Et si je rappelle cette petite entrée dans MEDEF International quand j'étais encore chez EDF, c'est pour dire que je pense que ça correspond aux besoins immédiats des entreprises et pas que des grandes, des PME aussi. Aujourd'hui, je préside une task force sur la ville durable qui a 600 entreprises. Par définition, il y en a plus que les 40 du CAC 40. D'ailleurs, il y a certaines du CAC 40 qui n'ont pas du tout d'activité dans la ville et qui donc n'y sont pas. Il y a énormément de TPE, énormément de PME. Mais ce qui me préoccupe, et je vais exactement dans le même sens que mon ami Étienne, ce qui me préoccupe, c'est à quel point... avant d'être dans l'industrie, j'ai fait 20 ans dans le corps préfectoral, les cabinets, etc. De voir à quel point... Donc l'administration, je la connais de l'intérieur. Elle s'est dégradée en termes d'interministérialité, fortement. Et ça, je le vois avec ma 2e casquette. Une réunion interministérielle, on l'a tous fait quand on a été dans le cabinet ministériel. C'est devenu une espèce d'usine à gaz effroyable. Ce n'est pas une question de M. Macron, M. Hollande, M. Sarkozy. Ça n'a rien à voir. C'est le principe même. C'est considérablement alourdi. Et aujourd'hui, on a des dispositifs qui se côtoient et qui très souvent s'ignorent. On est dans une situation où les entreprises, et ça transparaît très bien, ne savent plus du tout si elles doivent aller chercher l'appui du service économique de l'ambassade, si elles doivent aller chercher l'appui de la DGT à Paris, si elles doivent aller chercher l'appui du ministère de la Transition écologique, des services, disons, ex-équipement, etc., etc. Et ça, c'est une catastrophe parce que, sans parler de la Chine ou des autres, en Allemagne, ça marche à la prussienne. L'image est évidemment facile, mais elle est réelle. Et en Italie, on parle toujours de l'Italie en mal. Tout à l'heure, dans les toutes premières interventions, on disait l'Italie est effectivement, il est dans les effets relatifs pour la France, parce que c'est le casino. Je ne traduirai pas en français parce que c'est beaucoup plus vulgaire. C'est le casino permanent, la vie politique. Mais je rappelle que le solde du commerce extérieur est positif en Italie, contrairement à ce qu'on pense. Alors on se dit c'est
nous, on est mieux organisés. Oui, peut-être, mais les entreprises, comme tout le monde le sait, elles sont toutes dirigées, sans parler de la Confindustria, qui est l'équivalent de MEDEF International, enfin de MEDEF, elles sont dirigées par les Bréchians, tout le monde s'aligne derrière, et quand il s'agit d'aller à l'international, ils sont absolument remarquables. Et nous, là-dessus, oui, je suis content que MEDEF soit cité, mais je voudrais qu'on soit beaucoup plus proactif sur le fait d'aller en dehors de nos terres, c'est un sujet qu'on a souvent avec Étienne, en dehors de nos terres historiques, particulièrement en Afrique anglophone, où je rappelle que le PIB, la progression du PIB est 2 fois plus importante qu'en Afrique francophone. Et ça, nos entreprises, il faut qu'elles y aillent. Et en particulier, les entreprises, les PME et les ETI, qui sont souvent en retard sur ces pays-là, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude. Voilà pour le début, en tout cas. Alors, deuxième casquette, est-ce que tu pourrais expliquer, parce que je suis sûr que tout le monde ne connaît pas, le rôle des fédérateurs? Qu'est-ce que sont les fédérateurs auprès du ministre? Alors, les fédérateurs... Alors, d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Il s'agit de se dire que, justement, toutes les administrations dont on parle, ou les organismes, ce n'est pas que les administrations, dès lors qu'elles sont sur un secteur prioritaire, on va revenir sur le mot, elles pourraient travailler ensemble un peu mieux, confère ce que j'ai dit avant. Alors, sont concernés MEDEF, si je prends le secteur privé, on va dire MEDEF, on va dire Business France, secteur privé, publiquement, on va dire, après les ministères techniques, on va dire l'AFD, on va dire, etc. On prend à peu près tout le monde, Expertise France aussi, tous ceux qui travaillent, tous les opérateurs, quel que soit leur statut, qui travaillent dans le privé ou dans le public sur les secteurs prioritaires que sont la ville durable, c'est celui que j'ai, la santé, un fédérateur, les industries créatives, Jean-Noël Tron, l'agroalimentaire et les énergies renouvelables. Pourquoi ces secteurs plutôt que d'autres? Parce que c'est les secteurs où les entreprises françaises sont présentes à peu près sur toute la chaîne de valeur du secteur concerné. L'agroalimentaire, il n'y a pas besoin d'expliquer, on le sait parfaitement. La ville, c'est moins évident. Mais si vous pensez en chaîne de valeur, ce que j'essaye d'expliquer souvent, en amont, vous avez tout ce qui est ingénieriste, master planning, etc. Puis en aval, vous avez les utilities. Au milieu, vous avez la construction, les transports, et puis tous les utilities pour faire vivre la ville. C'est ça. Et donc, vous avez tous ces acteurs. Et ça, le boulot des fédérateurs correspond à essayer d'emmener en équipe de France, chassé en meute ou pas. Moi, mon sport, encore aujourd'hui, c'est le rugby. Donc, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est d'emmener tout le monde avec un objectif précis et en secteur géographique et en manière d'agir. Ce n'est pas si évident que ça. Et la petite histoire, c'est que fédérateur, on voit bien ce que ça veut dire en français, mais ça ne sert à rien à l'international. Parce que federator doesn't mean a thing in English, bien sûr, le mot n'existe pas d'ailleurs en tant que tel. Et alors du coup, le ministère, je ne dis pas qu'il y a eu une réunion interministérielle sur la question quand même, mais le ministère s'est dit, il faut tout contrôler. Alors ils ont appelé ça Special Advisor to the Minister, ce qui ne veut pas dire grand-chose non plus. Là où, dans le monde entier, y compris nos amis italiens, ont des ambassadeurs. C'est pas pour avoir le poste d'ambassadeur, je m'en fous. Franchement, c'est plus mon sujet aujourd'hui. J'ai passé tout ça, mais c'est juste que ça donne une image. Et les Allemands aussi. Et quand il y a un type qui arrive et qui est ambassadeur sur les questions de santé pour les Allemands, ça donne une autre image. Voilà. Donc je pense que les fédérateurs, ça sert à ça. Honnêtement, c'est utile quand même, parce que c'est un vrai progrès, parce qu'on a des comités de pilotage, parce qu'on travaille ensemble beaucoup plus facilement, parce qu'on s'est fixé des pays prioritaires, et parce que du coup, on se côtoie avec tous les acteurs concernés. Ça permet de rassembler le système. C'est encore pas parfait, mais ça progresse. Ça existe déjà. Je voudrais, Jérémy, regardez maintenant la partie sur le terrain. Étienne, tu parles trop. Sur le terrain, et les politiques des différents gouvernements, on voit qu'il y a une véritable attente des entreprises françaises sur la stabilité. Est-ce qu'on peut faire quelque chose depuis la France sur cette question? On essaye quand même. Étienne l'a dit, on peut pas décider de la stabilité politique d'un autre pays
En revanche, on peut quand même essayer de jouer sur la sécurité. D'ailleurs, on voit dans les résultats de l'Observatoire que ça nous est reconnu à juste titre. Non, je pense qu'on peut jouer sur plusieurs éléments. On peut jouer sur, je l'ai dit tout à l'heure déjà, la présence française de long terme, qui est une présence qui n'est pas que diplomatique et politique, mais qui est aussi une présence technique et qui est extrêmement importante. On peut jouer aussi sur les zones de croissance dans le monde qui sont pas forcément, comme le disait Gérard d'ailleurs, qui sont pas forcément celles de nos terres traditionnelles, y compris sur l'Afrique, et où on a un besoin de France qui est très important. Alors c'est très intéressant les résultats, où arrive en tête en fait un continent comme l'Afrique du Sud, où il y a une réelle appétence pour le savoir-faire et les entreprises françaises de manière extrêmement forte, où en fait le rôle de l'Espagne s'est amoindri avec le temps, et on est un autre grand pays latin, et on a des marchés énormes dans des zones très émergentes. Donc je pense que le rôle aussi des acteurs français, c'est d'accompagner ce mouvement-là, et on le fait très largement. C'est sans doute plus compliqué pour l'Asie. Donc oui, on peut essayer de jouer sur un certain nombre de paramètres. Et puis la stabilité, ça dépend aussi de conditions de long terme, hein, de l'éducation, secteur où on est relativement faible, mais où on essaie de se renforcer, et sur le climat des affaires ou d'autres paramètres. Et juste pour peut-être deux mots sur l'Afrique et sur le retour de l'aide pour répondre à Étienne. La France est aussi un pays qui consacre une grande part de son aide publique aussi au canal multilatéral. Donc c'est aussi un canal sur lequel il y a un peu moins de retour immédiat pour les entreprises françaises. Ça, c'est aussi quelque chose que le président Macron a décidé de changer. Sur le volet que je connais le mieux, l'AFD, mais qui n'est qu'un tiers de l'aide publique au sens OCDE, on a fait quand même beaucoup d'efforts depuis 3 ans, avec un retour pour les entreprises qui est nettement plus intéressant aujourd'hui. Et ce qui me frappe aussi sur l'Afrique, c'est qu'il y a aussi une réalité qui est qu'il y a des entreprises pour qui l'Afrique, qui était longtemps une priorité forte, ne l'est plus aujourd'hui, ou considère que c'est un marché qui est trop petit par rapport à d'autres, alors même que par contre, les entreprises qui décident de réinvestir sur le continent africain, je citerai le cas d'Eiffage par exemple, mais il y en a d'autres, ont des retours très positifs, y compris en termes de business. Donc c'est aussi un continent, je pense qu'il y a un petit effet... Je pense qu'il y a un petit effet lassitude aussi d'un certain nombre d'entreprises françaises sur les zones traditionnelles, notamment l'Afrique de l'Ouest, mais qui est dommage parce que on a une image qui est ce qu'elle est, mais on a quand même une réalité qui est qu'il y a quand même un certain nombre de fondamentaux qui sont positifs, et puis encore une fois des zones qu'on connaît moins bien, sur l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Est, où en fait on se rend compte qu'on a des perspectives de croissance qui sont vraiment intéressantes. Tu as cité l'éducation qui était un peu faible. Il y a des choses à faire sur le capital humain, sur l'éducation Oui, il y a des choses à faire. Bon, la France l'a un peu délaissé, pas que la France d'ailleurs, hein. Tous les bailleurs ont un peu délaissé l'éducation dans les pays en développement, et ce depuis les politiques d'ajustement structurel des années 90, qui étaient sans doute une grosse bêtise. Aujourd'hui, on change aussi de vision. Et on espère que ça va porter ses fruits. Mais bon, on sait très bien que l'éducation, malheureusement, c'est, à la différence d'autres secteurs comme la santé, les résultats, on ne les voit que de la génération suivante. Donc la génération suivante, c'est long. C'est 20 ans. Oui. Étienne, je sentais que tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Je ne voulais pas censurer quand même. Non, juste très rapidement pour dire que je rejoins tout à fait ce qui a été dit, qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Je ne dis pas qu'il faut investir l'Afrique francophone uniquement et le précaré. Je dis simplement que nous avons un avantage sur les autres. Pour démarrer, pour les nouveaux entrants, je leur conseille toujours de commencer par là, parce que c'est plus facile, et ensuite c'est un tremplin. Mais évidemment, il faut s'occuper en priorité de l'Afrique de l'Est et l'Afrique
australe. Alors, ce que vient de dire Jérémy, oui, un peu la lassitude ou un peu le ralentissement de la présence française. D'abord, je pense qu'il faut battre notre couple. C'est vrai que je trouve, on peut regretter que les entreprises françaises ne soient pas plus agressives, plus actives sur l'Afrique. Ça, c'est vrai. Il n'y a qu'à regarder comment agissent un certain nombre de nos concurrents directs pour voir qu'ils ont des méthodes différentes. Ils voient plus grand, ils prennent des risques, etc., etc. À la décharge des entreprises françaises, je dirais quand même qu'il y a, outre les raisons que tu as citées, qui sont les raisons de taille, c'est des petits marchés, donc est-ce que j'y vais, des raisons d'instabilité, on pourra en reparler après. Il y a quand même une chose qui est un petit peu... Il y a deux choses qui sont des freins assez actuels en ce moment. C'est sur l'Afrique, et là le gouvernement et la politique publique peuvent jouer un rôle, mais nous tous aussi, et les médias, et l'opinion, et tout le monde, l'image d'une entreprise qui travaille en Afrique n'est pas excellente. Nous sommes souvent précédés d'images un peu négatives qui font hésiter les nouveaux entrants. Donc, c'est les accusations permanentes de corruption, de mauvais comportement, de rupture des pactes de RSE, d'emploi des enfants, etc., etc. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est un petit enfant merveilleux et formidable, très très sage, mais quand même, cette histoire d'image peut freiner les entreprises. La deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le poids de plus en plus lourd de la conformité ou de la compliance et des autorités et de l'extraterritorialité des justices étrangères et notamment américaines. Donc on va parler, puisqu'on est entre nous, on va parler d'une compagnie qui est la banque BNP, qui s'est quand même tapé 8 milliards de dollars d'amende et qui est sous scrutation très très sévère des autorités américaines et qui du coup, compte tenu du contexte de travail en Afrique, commence à regarder très sérieusement la question même de sa présence. Alors vu de l'extérieur, on dit tiens, les banques françaises dominaient à peu près la moitié de l'Afrique il y a 30 ou 40 ans, maintenant il n'y en a plus, il n'y a que la Société Générale, dernier des Mohicans, la seule, qui reste avec la BNP qui n'arrête pas d'être frileuse, et c'est les Marocains qui viennent, et c'est surtout les Africains eux-mêmes. En tout cas, on a perdu notre place, on s'est fait déplacer. Pourquoi? Donc il y a quand même des raisons. Et donc cette histoire d'extraterritorialité des juridictions et finalement, il faut appeler un chat, de guerre commerciale sous couvert de bon comportement et de compliance, c'est une réalité et ça s'applique beaucoup en Afrique. Ça s'applique partout aussi, mais beaucoup en Afrique. Voilà. Donc ça, on parle de l'image de la France et du rôle du gouvernement vis-à-vis des entreprises, mais le gouvernement le sait très bien, c'est très compliqué. Donc je ne suis pas en train de dire il n'y a qu'un faucon, c'est facile. Mais j'explique simplement que c'est une raison. Et quand on voit les résultats, c'est quoi le plus problématique pour l'Afrique et les entreprises françaises en Afrique? C'est le problème de la stabilité, notamment des institutions, ou c'est le problème des administrations locales? Oui, alors là, je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que ça c'est assez évident et trivial, je pense que tout le monde comprend et est d'accord là-dessus. Sur le plan politique, quand même, une petite nuance. Moi qui connais ce continent depuis 35 ans et qui vois comment procèdent les gens du CIAN, les entreprises du CIAN, l'instabilité politique n'est pas très encourageante, mais ça n'est pas le frein numéro 1. N'est-ce pas? On ne peut pas dire vraiment... D'abord, les entreprises françaises, quand elles sont installées dans un pays d'Afrique, en général, elles ne s'en vont pas. J'aime bien le mot lassitude, quand elle peut être lassée dans de nouveaux investissements, mais on ne s'en va pas, sauf circonstances particulières. En revanche, évidemment, le gros désordre politique ou l'instabilité chronique va peut-être empêcher un nouvel entrant de venir. Mais ça, on peut encore gérer, et tout le monde, moi qui ai dirigé le secteur africain d'un grand groupe, dans 40 pays, il ne m'est jamais arrivé une année où il n'y avait pas le bazar dans un ou deux pays. Et ça a même quelquefois duré longtemps. Mais on reste, on arrive à faire, et l'Afrique a une capacité de résilience très forte. En revanche, ce qui est plus fort, comme frein, comme difficulté, c'est le climat des affaires. Et c'est la stabilité juridique, fiscale, et d'une manière générale, du business et des affaires. Et là, il y a encore des incidents qui sont passés récemment. Un groupe français qui s'est fait évacuer rapido, Manu Militari, de sa concession. Un autre sur lequel on met les scellés qui ne peut plus travailler parce qu'on lui demande 60% de chiffre d'affaires en impôts. C'est quand même pas des méthodes, si vous voulez. Et ça c'est pas bon. Mais ça peut arriver, c'est pas parce que c'est les Français. Il se trouve que ça tombe sur des Français. Et ça, c'est un très très grand frein. Alors quand vous additionnez auprès d'un comité d'investissement
La difficulté est de dire, écoutez, dans ce pays, le marché est petit. C'est la taille d'un département français, en termes de marché, par exemple. Deuxièmement, ben oui, il va y avoir des élections, c'est très instable, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, etc. Troisièmement, il y a de l'instabilité fiscale, c'est-à-dire en gros, c'est pas que les impôts soient hauts ou pas hauts. Nous, ça nous est égal. On n'a rien à dire là-dessus. Ce qu'on a à dire, c'est qu'il y a la moitié du pays en général qui ne paye pas d'impôts. Donc ça, c'est pas facile, si vous voulez. Je voyais un importateur l'autre jour, un industriel l'autre jour, il me dit, ben voilà, moi, tous mes concurrents, c'est du matériel à porter, ils se débrouillent pour ne pas payer les droits de douane. Donc là, il y a un moment, c'est un frein énorme, ça. Et puis, alors les réponses, c'est la régionalisation, la création de grands marchés régionaux, non pas une zone de libre-échange continentale, que je ne sais pas si on la verra un jour de notre vivant, mais en tout cas, au moins des zones régionales, et beaucoup d'aide, et ça, la France y participe beaucoup, et l'Europe aussi, à l'état de droit, à la bonne gouvernance. Ça, c'est très important. Merci. Gérard, parlons un peu de quand même, ce dont tu es fédérateur, hein, les villes durables. Qu'est-ce qu'on exporte finalement? C'est un savoir-faire français, la technologie Alors on exporte un truc assez particulier, c'est ce qui fait le succès de cette task force. On exporte une solution holistique. Et ça, c'est complètement nouveau dans l'approche des entreprises françaises. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont accroché. Pour dire toute la vérité, quand on a créé cette task force il y a 4 ans, on s'est dit, bon, on va avoir une centaine de boîtes dedans, très bien. On en a 600, c'est pas pour mes beaux yeux, c'est parce qu'elles ont trouvé leur intérêt dedans. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le maire de Bogota, ou pour changer un peu de l'Afrique, mais c'est aussi vrai en Afrique bien sûr, le maire de Bogota, ou le maire de Bandung, ou le maire de Bangkok, je parle de sujets réels, et souvent de villes moyennes, aujourd'hui, vu la croissance démographique, urbaine, ils ne sont plus en situation de dire « il faut que je résolve la question de la mobilité » ou la question de l'assainissement ou la question de l'énergie distribuée à peu près à tout le monde. Il faut qu'ils fassent tout en même temps. Et cette task force, et c'est nouveau pour MEDEF International, et c'est nouveau en concept pour les Français, c'est de dire, ben nous, monsieur le maire, on vient vous voir parce qu'on a des boîtes qui ont des solutions innovantes sur toutes vos problématiques. Alors, vous n'allez pas tout faire en termes d'investissement tout de suite, mais par contre, il faut agir de telle sorte que toutes les pièces du puzzle, à la fin, s'imbriquent correctement. Sinon, ça va foirer. Et donc, si vous faites votre réseau d'assainissement et que 5 ans plus tard, vous réfléchissez au réseau de métro, qui va évidemment être complètement orthogonal par rapport au réseau... Je donne un exemple concret, mais c'est la vérité de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que si on lui dit, monsieur, on commence par le haut de la pyramide, c'est-à-dire qu'on va commencer par le master planning, et puis on va descendre, et puis on va faire, là, ils comprennent beaucoup mieux. Et c'est des choses que non seulement le client final, c'est-à-dire l'élu de la ville, comprend, mais c'est aussi des choses que de plus en plus les multilatéraux comprennent. Et ça, c'est très utile. Parce que IDB, la BID en français, la Banque interaméricaine de développement, est la première à avoir installé un véhicule spécial ville, c'est-à-dire un véhicule dans lequel ils disent aux maires, oui, on a bien compris que vous ne voulez pas juste... Bien sûr, on va continuer à faire un appel d'offres sur la ligne 3 de votre métro. Mais indépendamment de ça, il faut qu'on ait des véhicules financiers qui vous permettent de faire la structure globale. Et ensuite, il y aura au fond des tranches, pas automatiques, mais il y aura des tranches possibles pour que les choses s'emboîtent correctement. C'est ça la révolution. Les Français savent faire ça, et c'est très bien. Mais si tu me permets, je voudrais, en globalisant, pousser un coup de gueule. Parce qu'il y a un truc qui... Pardon, je vais être grossier, donc j'arrête. Un pilier de rugby, c'est grossier. Donc, je vais me calmer. Mais il y a un truc qui m'agace au plus haut point, c'est la capacité que nous avons, nous les Français, à tirer contre notre camp. Nos chers camarades anglais, vous avez remarqué que j'ai insisté sur le mot « cher ». Nos chers camarades anglais, ils ont une technique absolument géniale au CBI, qui est d'avoir complètement infiltré tout le Commonwealth. Je rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle Conseil économique du Commonwealth,
qui marche à merveille, qui permet d'avoir des entrées absolument partout dans les systèmes économiques anglo-saxons, et qui permet à nos camarades anglais, même s'ils n'ont plus beaucoup de propositions industrielles à faire, de trouver des marchés. Nos amis indiens sont les champions du monde. La Banque mondiale est complètement tenue par des Indiens, et dans tous les postes essentiels, et les grands conglomérats indiens travaillent en direct. Ils sont à la manœuvre. C'est la vérité, tout le monde vous le dira. J'ai beaucoup été venu avec nous à Washington. Moi, il y a 20 ans que je travaille avec la Banque mondiale. J'ai fait des montages pour EDF comme on a encore rarement fait. Les Indiens sont à la manœuvre en amont des appels d'offres sur les Terms of Reference. Comme par hasard, ça profite. Et j'arrête là, mais je pourrais continuer avec les Chinois, avec nos camarades italiens. Nos camarades italiens sont à la manœuvre sur beaucoup de multilatéraux. Et nous, on est là dans la série. Ah non, je suis un fonctionnaire dans la Banque mondiale, donc je suis certes français, mais je ne vais sûrement pas favoriser les Français. Et je passe par courtoisie, comme patron de l'international d'EDF, donc et les existants et le M&A, toutes les acquisitions, j'ai passé 8 dossiers d'acquisition à la DG Comp en 10 ans. Ils sont tous passés en phase 2. Pour les initiés, ça veut dire que c'est les dossiers les plus compliqués. C'est normal. EDF était une grosse bête, l'est toujours. Jamais un fonctionnaire français n'a accepté au moins d'écouter les arguments qu'il pourrait lui-même utiliser à l'intérieur. Jamais. Jamais. Alors que demander aux fonctionnaires allemands, demander à tout. Et ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que c'est évidemment pas une injonction, mais on a quelque chose dans notre ADN qui fait qu'on est là à dire « Ah non, moi maintenant je suis international, donc je ne veux surtout pas parler aux Français ». Alors comme tu as placé le mot holistique, ce qu'on aime bien chez Bearing Point, je te donne l'occasion de faire un deuxième coup de gueule. On a vu que les entreprises françaises critiquaient un peu le politique, etc. Mais toi qui vois aussi les autres pays, est-ce qu'il y a, en dehors de l'exemple que tu viens de donner, mais là, pour les entreprises françaises, à l'international, est-ce qu'il y a des choses qui manquent par rapport à ce que font les entreprises allemandes, les entreprises anglaises? Oui. Un vrai manque, en fait. Alors, il y a un truc qui manque beaucoup, c'est la mutualisation des services. Tu as une délégation qui part de Deutsches Bundesindustrie, la même que la nôtre. Pour les PME, elle mutualise dans la délégation, en général, un juriste, un cabinet d'avocats et un cabinet financier. Ça veut dire que chacun paye un VNI, et puis ensuite, les montages sur place, ils vont être faits avec ce système-là. Ce que nous ne savons pas faire. Je prends un autre exemple. Quand on est en train de travailler sur l'Inde, sur le programme des 100 villes nouvelles, avec l'AFD, on fait un boulot fantastique. On est en train, nouveau métier pour MEDEF, on est en train de syndiquer, c'est une quasi-syndication, c'est pas une réelle, l'apport de l'AFD avec une banque privée française qui nous a demandé de prendre le lead là-dessus. Ça se fait, on fait une opération qu'on n'a jamais faite. Très bien. On est plutôt bon là-dessus. Mais pour autant, on est incapable d'avoir un groupe d'avocats ou de conseils qui va être mutualisé. Ça, on ne sait pas faire encore. Alors que les Indiens, eux, quand ils vont à l'étranger, ils font la même chose que les Allemands. Ça, c'est pas un coup de gueule, mais c'est quelque chose qui n'est pas dans notre ADN. Ça, c'est le coup d'Astérix, du village où on se tape sur la gueule. Le village gaulois. Ce qui ne nous empêche pas de manger après. D'accord. Je vous remercie beaucoup tous les trois et Laurent qui est parti. On va laisser la place à 2-3 questions de l'assistance et puis après on se retrouvera autour d'un verre pour un buffet très copieux, ce qui était prévu pour un peu plus de monde. Donc on pourra en profiter. Quelques questions? Monsieur? Bonjour, William Fung, RTE, je travaille au développement international. Et
je fais le même constat que vous sur la difficulté de coordonner et de faire travailler ensemble des entreprises françaises. Je suis aussi RTE est présent et je participe à la commission internationale de Think Smart Grid. On n'arrive pas à faire porter une chaîne de valeur globale et chacun veut tirer son propre truc. Alors, j'ai malheureusement pas la solution. On a étudié ce que font, vous avez cité les Allemands et à l'AFD, vous avez recruté des personnes qui ont fait des passages chez vos équivalents allemands. Ils ont cette analyse aussi. Si on prend les Allemands, il y a une différence structurelle, mais qui n'explique pas tout, c'est qu'il y a plus d'entreprises de taille similaire qu'il n'y a en France. En France, en tout cas, ce que je constate dans notre secteur, c'est qu'il y a des très gros et des très petits, et ça n'arrive pas à bien fonctionner ensemble. Les Allemands ont plus l'habitude, historiquement, probablement de le faire pour des raisons d'efficacité, mais voilà, je n'ai pas la réponse, mais je suis vraiment à la recherche de toutes les idées pour arriver à fédérer. C'est aussi notre mission dans certaines instances que d'aider à fédérer. Et vraiment, j'ai du mal, donc je suis preneur de toutes vos idées, puis de savoir, est-ce que quelque part on peut pousser quelque chose au niveau des instances gouvernementales ou autres? Non, simplement, je n'ai pas non plus la solution. Je voudrais juste raconter la petite histoire suivante, qui est que le Maroc a décidé, comme vous le savez, depuis 10-15 ans, de se tourner fortement sur l'Afrique. Et comment procède-t-il? Le roi organise un voyage où il y a dedans une cinquantaine d'entreprises, comme tu le disais, les juristes et tout ce qui va bien autour, et 2 ou 3 banques marocaines. Donc, on se déplace avec le sachant, avec celui qui va aider la technique, et le financement est là. Et le roi arrange un peu politiquement les choses pour que l'atmosphère soit positive, et il influe la volonté, et ça marche très très bien. Nous, ce qui manque, me semble-t-il, c'est le chef d'orchestre. Alors, je ne dis pas qu'il faut passer à un régime monarchique, c'est pas ça mon propos, mais en tout cas, on voit bien que c'est... Oh, non, oui, non, impérial. Non, mais donc c'est une question, me semble-t-il, le chef d'orchestre. C'est une question pour le fédérateur. Non, je pense que, alors, quand même, au milieu de tout ça, un success story avec la task force, pas pour le bonheur de la task force, mais parce que c'est cette histoire d'emmener des segments complémentaires de la chaîne de valeur. Là où se fait, je me rappelle très bien, Mathias Feckel à l'époque, me disant, le prédécesseur de Jean-Baptiste Lemoyne, si je puis dire, me disant, mais finalement, pourquoi ça marche ton truc? Et je lui dis, c'est dans le bus. Et il m'a pris pour un fou, mais ce n'était pas nouveau. Et le bus de la délégation, quand on a dans une délégation un type qui s'occupe d'agriculture, un type qui s'occupe de santé, un type qui s'occupe d'infrastructure, un type qui s'occupe Bon, ils se parlent, ils échangent, c'est très utile, hein, c'est la base de MEDEF International ou de Business France. Mais ils échangent surtout sur le risque pays, à la vérité, ou sur comment pénétrer dans le pays. Quand on a des gens qui parlent du même sujet, ils échangent sur comment on fait ensemble. Et je donne un success story en Côte d'Ivoire. Pour la Cannes 2021, ils avaient besoin d'un stade nouveau. Tout le reste, ils avaient déjà, à Yamoussoukro. Et ils voulaient un stade qui ne devienne pas, sans mauvais jeu de mots, un éléphant blanc après. C'est-à-dire qu'il fallait 40 000 places pendant la Cannes et ensuite pouvoir ramener à 20 000 places. On a gagné, la France, on a gagné contre 6 consortiums chinois. 6. Pourquoi? Parce que ensemble, on a mis des boîtes. C'est pas moi qui fais ça avec mes petites mains. On y est allé avec une délégation. Pas seulement pour ça, pour d'autres choses aussi. Pourquoi ça paraît éloigné de la ville? Mais non, une infrastructure sportive, c'est un morceau de ville. C'est du transport, c'est de l'eau, c'est des déchets, c'est de l'alimentation. C'est un morceau de ville. On a mis dedans, on peut le dire, c'est public. L'ASCO, la société d'architectes qui a fait le Stade de France, Aegis, Satom, Vinci, et puis une petite boîte, 120 salariés, qui fait Alcor, peut-être certains d'entre vous, qui font des gradins montables, démontables. On a gagné le marché. D'accord, on a fait le soutien politique derrière, mais on a gagné le marché uniquement parce qu'on est sur cette logique de
chaînes de valeur complémentaires ou d'opérateurs sur une même chaîne de valeur. Je peux en citer d'autres, les hôpitaux de Bogota, etc. etc. Donc, je crois, ce n'est pas la panacée, mais je crois que cette approche maintenant par secteur et par fédérateur, du coup, elle est utile sur les endroits où effectivement les entreprises sont présentes sur toute la chaîne de valeur. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Il faut quelqu'un pour mettre les gens dans le bus. Il faut mettre quelqu'un pour les gens dans le bus, ça c'est vrai. C'est vrai, il faut le conduire. Une autre question? Une fois, deux fois? Vous avez tous soif? Bon? Non, non, c'est passionnant. Bah, écoutez, je vous propose de continuer la conversation à côté, mais avant de remercier notre panel pour leurs exemples très très éclairants. Et rendez-vous l'an prochain pour la 10e conférence. On fera quelque chose de différent l'année prochaine, puisque c'est encore à monter, mais on fera peut-être l'élection des entreprises qui ont été les plus performantes dans l'international au cours de la décennie passée. N'hésitez pas à déposer vos candidatures, ça c'est dit. Merci à tous et on se retrouve à côté.